Salut à tous, Cannes, séries et compagnie et le soleil qui continue de nous inonder, c'est parti. Plus que 4 jours avant le palmarès, avant de savoir qui remportera la Palme d'Or, alors forcément ici, tic-tac, la tension monte, mais la magie reste intacte. Avec un Antonio Banderas facétieux dont on ne sait s'il joue au matador ou au chanteur d'opéra. Et l'arrivée dans la nuit d'un trio uni comme les doigts de la main, Valérie Donzelli, Jérémy Elkaïm et Anaïs de Moustier, cœur battant. Aujourd'hui encore, des moments privilégiés et des images qui nous enchantent. Comme par exemple la journée cannoise du Canadien Denis Villeneuve. Pour sa première fois en compétition, il a scotché les spectateurs à leur siège avec son thriller. C'est l'instant Cannes. D'insolence et de drôlerie, de fables et de farces, il sera question en compagnie du réalisateur belge Jaco van Normel. C'est la leçon de mise en scène du jour. Mais tout de suite, on commence avec mon héros du jour, l'acteur voyageur Jérémy Régnier, qui à l'écran allie la discipline militaire à la spiritualité. Yes, sir. C'est sous un soleil de plomb que j'ai rendez-vous avec Jérémy Régnier. L'acteur confie ne pas se sentir forcément très à l'aise au sein du grand cirque cannois, mais il a à cœur de défendre un premier film, Ni le ciel ni la terre. Une œuvre à la fois réaliste et métaphysique, où Jérémy Régnier incarne un capitaine de l'armée confronté à la disparition de plusieurs de ses soldats. Capitaine, on trouve plus tes quais d'Elco. Quoi? Leur poste est vide. Je pensais que c'était leur radio qui déconne encore, mais là, la relève vient d'arriver sur zone et y a personne. J'ai peur, capitaine. J'ai peur de ça. Jérémy Régnier, vous ne le savez pas encore, mais aujourd'hui vous êtes mon héros. Bah écoutez, merci. Ça commence bien. Il y avait quelque chose d'extrême dans ce tournage, d'être comme ça isolé au fond des montagnes. C'était un film très dur. Moi, je suis pas militaire, mais on avait 30 kilos sur le dos en permanence avec tout le matériel, que ce soit le FAMAS, donc l'arme, le casque et tout ça. À terre! Il y a un côté donc très physique du fait des personnages, ce sont des soldats perdus comme ça dans cette montagne, mais il y a aussi quelque chose de très métaphysique dans ce film, c'est un film sur la croyance, et votre personnage petit à petit quitte ce côté très terre à terre pour quelque chose d'un peu plus impalpable. T'as rien, c'est bon, t'as rien. Et justement, cette partie-là, elle n'est pas compliquée à appréhender, sachant qu'on souffre physiquement. Ça a été un parcours de réflexion perpétuelle sur le film, vraiment, justement, sur croire ou ne pas croire. Où est-ce que nous on en est en tant qu'hommes, que soldats. Je pense que c'était un travail intérieur assez intéressant. Mais qui était aussi pour soi? Oui, je pense, ouais. Je pense que quand on sort du film, il y a... Et c'est ça que je viens de découvrir le film, et c'est ça qui pour moi en ressort, c'est au-delà de la géoqualité de ces personnages qui sont dans un conflit armé. C'est ce que ça raconte profondément, c'est qui on est soi, à quoi on peut se rattacher dans le monde dans lequel on vit, où en plus les croyances sont de plus en plus éloignées de nous, qu'est-ce qui nous motive dans la vie ou pas. Et là, c'est des soldats, donc ils partent entre guillemets pour se faire tuer ou pas, ou défendre une cause. Et là, encore plus, on se dit, tiens, qui je suis en tant qu'homme et qu'est-ce que je fais sur cette planète. Et ce qui est très fort dans le film, au-delà d'un truc personnel, égocentrique, c'est justement le rapport à l'autre. Pour moi, c'était primordial sur le film, c'était d'écouter mes hommes, de les regarder, de les voir évoluer, mais en tant qu'acteur sur le film et en tant qu'homme en dehors du film. C'était très drôle parce que dès le départ, j'avais le fantasme de me dire tiens, je vais créer une section avec ces acteurs. Et dès le départ, voilà, j'étais parti dans cette idée-là et très vite, eux sont pliés au jeu et on s'appelait que par nos noms de personnes. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de partir? Qu'est-ce qui vous amène si loin du confort de votre maison? Je pense que le voyage, le déplacement, ou qu'on parte, c'est important, que ce soit physique ou personnel. J'ai une maman qui a grandi en Afrique. L'Afrique a toujours été importante pour elle. Elle m'y a amené très jeune. J'ai beaucoup voyagé jeune. Pour moi, c'est génial si le cinéma peut m'amener autre part. Voilà, je sais pourquoi je fais ce métier. Est-ce que vous avez un côté tête brûlée? Oui. Ça se traduit comment? Pareil que vous êtes couvert de cicatrices. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal... j'ai pas mal de cicatrices. Je pense que j'ai toujours été assez casse-cou. J'aime
J'aime aller à l'aventure. Ouais. Vous étiez mon héros aujourd'hui. J'aimerais savoir qui est votre plus grand héros de cinéma. Je pense que mon premier rêve d'acteur, c'était Belmondo. Belmondo, son charisme, justement le fait de pouvoir passer du magnifique à un Saint-Jean d'hiver de Godard. Voilà, c'était à l'As des As, c'était pour moi un acteur viscéral, animal, et qui m'a porté enfant. Et le héros de votre vie? Et le héros de ma vie, là, actuelle? Difficile comme question, il y en a beaucoup. Toutes les personnes qui croient en ce qu'ils font et qui font tout pour que ce soit à n'importe quel niveau, pas le cinéma, il y a plein de gens qui sont à chaque poste, mais qui croient en ce qu'ils vivent et ce qui déplace. Et pour moi, ça, c'est important. Aujourd'hui, l'Instant Cannes, c'est vous, cher Denis Villeneuve. Enfin, vous êtes là. Après les excellents Incendies, Prisoners et Ennemis, voilà votre première nomination officielle à Cannes avec Sicario, la guerre des cartels au Mexique d'un point de vue américain, avec Emily Blunt, Josh Brolin et Benicio del Toro. Nothing will make sense to your American ears. And you will doubt everything that we do. But in the end, you will understand. Vous voilà enfin en compétition pour notre plus grand bonheur, cher Denis, avec tous les atouts pour gagner. Déjà, dans le jury, vous connaissez tout le monde, ou presque. Les présidents sont des copains, Xavier Dolan est votre compatriote de cœur, et Jake Gyllenhaal a joué dans vos 2 derniers films. Denis, I wish him luck. You know, I think he's amazing. And yeah, I've made 2 movies with him. Maybe this one's better because I'm not in it. Il ne manque que votre mère. Oh oh. Vous avez cet irrésistible accent québécois qui nous ferait donner une palme d'or à Céline Dion les yeux fermés. Oui, c'est un immense honneur. C'est un beau privilège. J'étais très nerveux pour ce matin, mais maintenant c'est la fête. La projection s'est bien déroulée. Le film a été bien accueilli. Alors maintenant, I'm just enjoying the night. Grâce à vous, les spectateurs français vont arrêter de confondre Benicio del Toro avec Benjamin Biolay. Et pourtant, c'est facile. Benicio del Toro, c'est celui qui me regarde, cariño. Et Benjamin Biolay, c'est celui qui me snob. Et enfin, vos acteurs vous soutiennent moralement et sont tellement investis qu'ils en oublient leurs fondamentaux. Dis donc, Josh, t'aurais pas oublié ta femme en bas des marches, par hasard? En bref, cher Denis, vous êtes un peu mon chouchou. Et comme dirait Cate Blanchett à l'oreille d'Emily Blunt juste après la projection, tu t'en fous si t'as pas la palme, chérie. Il y a les Oscars en février. À fréquenter les maîtres du cinéma, on pourrait avoir la faiblesse de se prendre pour un des leurs. Oui, mais n'est pas Dieu qui veut. Le réalisateur Jaco van Dormel a réussi à filmer la vie du père de Jésus-Christ. Insolence et subversion, de la fable qui tourne à la farce, Van Dormel regarde du côté de Marco Ferreri en multipliant les audaces et l'humour corrosif. S'il n'était pas belge, j'aurais peur que cette leçon tourne à la confession, avec pour pénitence de remonter la croisette à genoux, pourvu qu'il me fasse un miracle. Il passait ses journées à inventer les nouvelles lois de l'emmerdement universel. Faut bien la formuler. Loi 2125. Une tartine de confiture tombe toujours du côté de la confiture. Sinon, c'est que la confiture a été mise du mauvais côté. Monsieur Van Dormel, bonjour. Monsieur Stéphane, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Bon, on est là pour parler de votre travail de réalisateur, notamment sur le tout Nouveau Testament qui est présenté ici à Cannes. Et je vais vous proposer une chose très simple, ou peut-être compliquée, vous allez nous dire, de mettre en scène notre entretien entre le fils du Dieu du cinéma que vous êtes et l'apôtre que je suis. Alors, est-ce qu'il y a un rapport d'échelle, vous au-dessus, vous en dessous? Est-ce que ça se fait à 1 ou 2 caméras? Vous avez tout l'espace pour jouer. Mais je travaille toujours avec une seule caméra. Ouais. Ah pour non, que ce soit un peu religieux, il faudrait que ce soit un peu frontal et symétrique comme une église, tu vois. Très bien. Et tu peux t'asseoir là. Moi, je m'assieds là, très bien. On se met au 50 ici. Et avec en regardant l'objectif, on va faire une double symétrie. Donc le milieu du cadre va se trouver là. On regarde la caméra. Vous aviez envie d'aller vers quelle esthétique pour tenter de représenter la vie de Dieu? Ben avec le chef-op Christophe Bocard, on s'était dit
Essayons de faire d'abord des choses symétriques, comme dans une église, tu vois. Et alors avec ma chef déco, Sylvie Olivier, on s'est dit on va faire des décors plutôt frontaux, qui est une espèce de théâtralité. En fait, que ça ait l'air vrai et pas vrai en même temps. Utiliser des vrais décors, des décors qui sont un peu au départ naturalistes, mais les transformer, surtout les vider, pour que tout d'un coup il y ait une espèce de théâtralité qui arrive dans des décors qui sont pourtant concrets. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Quelles sont les erreurs de mise en scène que vous avez pu recenser tout au long de votre carrière et que vous essayez d'effacer, de gommer pour vous affranchir encore plus de fluidité? J'avais un professeur de cinéma qui s'appelait André Delvaux, un grand cinéaste, qui disait « Tant que vous ne coupez pas, il n'y a pas de problème de montage. » tu vois. Et lui, il était un peu hypermétrope et il reculait toujours pour voir mieux. Donc il faisait des plans plutôt larges et longs. Et c'était son erreur, mais c'était son style, c'est à ça qu'il était reconnaissable. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'un peu myope, je m'approche des visages jusqu'au moment où j'ai l'impression de sentir l'odeur, d'être dans l'intimité. Et c'est ça mon erreur, mais l'erreur, c'est le style. L'erreur qu'on reproduit tout le temps, c'est le style. Est-ce que vous cadrez vos films? Non. Je mets en place avec mon chef-op, mais pendant la prise, je regarde l'acteur. Donc d'abord, je mets en place le plan avec Christophe. Et puis, on se fait des propositions, on surenchérit, on essaie de faire encore plus dingue. Et puis, à un moment donné, on trouve quelque chose qui nous plaît à tous les deux. Mais après, je regarde l'acteur. Mais c'est presque paradoxal par rapport à ce que vous nous dites, ressentir. C'est comme si on demandait à un peintre de ne pas tenir son pinceau. Est-ce qu'on demande à un metteur en scène de ne pas tenir sa caméra? J'ai un ami, Harry, que j'aime beaucoup, qui est réalisateur. Et un jour, sa maman est arrivée sur le plateau. Elle a regardé ce que faisait son fils toute la journée. Et à la fin de la journée, elle lui a dit « Non seulement tu es le seul qui ne fait rien, mais en plus tu fais des commentaires sur le travail des autres. » Et c'est à peu près ça, le travail de réalisateur. Finissons sur les acteurs. Est-ce que les acteurs jouent pour la caméra ou c'est à la caméra de jouer avec les acteurs? Les deux jouent. La caméra danse avec l'acteur, il danse à deux. C'est comme un tango, il faut les deux. Dernière question, elle est forcément frontale. Ah. Monsieur Van Dormel, pourquoi filmez-vous? Pour regarder. Cannes Série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Mais tandis que le soleil décline et que les hélicoptères s'envolent, laissez-moi vous annoncer ceux qui illumineront votre journée de demain. Jean-Hugues Anglade ou encore Marthe Keller. Et nous, on se quitte avec un son beaucoup plus agréable, la douce voix d'Imani. No, I will never show, no, 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 what I feel, what I feel, what I feel, what I need from you.